nous avons pris part donc à la session du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WAPCO. De lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, donc, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc, ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux 2 pays. Et il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc, il a été dit à la partie nigérienne donc, de soumettre le problème donc, au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, donc, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémin. Là, c'est essentiellement le Bénin et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les 2 douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les 2 ministres concernés, donc, à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc, de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémin. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son excellence M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour donc, prendre ce message-là. Il avait dit lors de mon point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les 2 parties. Et tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagné également par la même personne. C'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc, du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc, de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc, aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait, les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté, WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Par la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont à notre porte. À travers donc Boulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, qu'on appelle les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas. Voilà donc, chers partenaires de la presse, l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Merci beaucoup. Le Forum africain des ports illustre parfaitement notre mission de promouvoir la coopération sud-sud et l'intégration économique. Ce forum a vu le jour grâce à une collaboration avec le groupe Tangemed.
qui a joué un rôle fondamental dans la création de cette plateforme d'échange et de débat. Pour cette 5e édition ici à Cotonou, le programme met en lumière les ports africains du futur, catalyseurs de dynamisme et d'intégration. Nous débattrons du positionnement des ports africains dans les schémas logistiques mondiaux, de l'attractivité et de la compétitivité portuaire. Comme le rappelle notre citation sur notre fond de scène, ce qui compte, ce n'est pas les individus, mais le collectif. Alors que nous nous réunissons pour aborder les défis des ports africains, souvenons-nous que chaque obstacle est une opportunité de prouver que l'impossible peut devenir possible grâce à la coopération. L'édition 2024 de Africa Port Forum touche un sujet majeur, le port africain du futur. Ce thème intéressant fait aussi écho à l'ambition actuelle du port autonome de Cotonou, stimulée par la vision du plan d'action gouvernemental de l'autorité béninoise. Nous avons en effet entrepris la modernisation de la plateforme portuaire à travers la réalisation d'une douzaine de grands travaux d'infrastructure et la digitalisation de notre gestion opérationnelle et administrative. Et tout cela est porté par le devoir d'aller vers un port moderne et résilient pour servir et satisfaire les attentes des différents acteurs mondiaux. Il est évident qu'à l'ère de la mondialisation où le transport maritime connaît un véritable essor, tous les ports africains imaginent leur futur. Et ce forum est un aubaine pour nous, les décideurs, les experts et les professionnels de domaine portuaire, d'échanger, de partager les idées à fort impact. Aujourd'hui, l'Afrique traîne le pas avec cette digitalisation en marche à tous les niveaux. Certains de nos ports en sont encore à leur fonction traditionnelle de chargement, déchargement de navires. Dans un environnement où on assiste à l'émergence des ports dits intelligents, avec des systèmes intégrés d'information portuaire qui y jouent un rôle déterminant. Il est donc clair que pour résorber le gap, il nous faut nous approprier les technologies de pointe en incorporant dans la gouvernance des infrastructures portuaires l'intelligence artificielle, ainsi que l'Internet des objets, la blockchain et tout ce que le futur pourrait nous exiger en termes d'adaptation. En effet, le gouvernement béninois, sous l'impulsion du président M. Patrice Talon, a très tôt compris le défi de la digitalisation. À travers le plan d'action du gouvernement, le Bénin a révélé la dématérialisation des procédures est au cœur de la majeure partie de ces projets. Il sonnait 7h30 ce jeudi 30 mai 2024 dans le centre du lycée Koulibaly de Cotonou. Les candidats au baccalauréat technique session de juin 2024 se mettent en condition pour affronter les épreuves de la phase pratique du dit examen. Quelques instants plus tard, les candidats et responsables du centre reçoivent la visite du directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, accompagné du directeur de l'office du baccalauréat. Nous sommes venus vous encourager et vous apporter le soutien et l'encouragement des deux ministres en charge de l'organisation du baccalauréat en République du Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, pour vous dire de vous concentrer sur vos feuilles de composition, de respecter les critères qui régissent l'organisation du baccalauréat. Nous voulons des résultats fiables, que le meilleur gagne et que ceux qui doivent réussir réussissent. C'est dans une ambiance sereine que les candidats réfléchissent sur les épreuves qui leur sont proposées. Après l'étape du lycée Koulibaly de Cotonou, cap a été mis sur le centre du lycée technique de Kondéou pour le même exercice. Ici, les candidats sont en atelier.
Dans ces deux centres d'examen, les autorités s'imprègnent du bon déroulement des épreuves dans le cadre de la phase pratique du baccalauréat technique session de juin 2024. Au terme de ce périple, elles se disent satisfaites par rapport à l'organisation. Le constat, c'est que les conditions sont pleinement réunies. Mon message porte sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est reconnaître que le baccalauréat béninois est un label qu'il faut préserver. C'est le premier objectif. Le second objectif, c'est encourager les acteurs à continuer avec la dynamique et celle de la nette progression depuis 2016 des résultats du baccalauréat béninois. En 2016, nous étions à un taux de 30,14%. En 2023, nous étions à 63,08%. Vous constatez avec moi, avec enchantement, que la tendance est à la hausse. Donc, il fallait encourager pour maintenir la dynamique. En 2024, nous avons enregistré 7 363 candidats. Vous constatez avec nous qu'il y a une hausse. Qu'est-ce qui explique cette hausse? C'est bien évidemment la pertinence des choix gouvernementaux, notamment la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, désormais la priorité de l'État béninois. Et cette stratégie voudrait que la tendance soit inversée, qu'au moins 70% des inscrits aillent vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle beaucoup plus aptes à nous aider à régler les problèmes du chômage. Et l'autre lecture qu'il faut faire de ces statistiques, c'est que le peuple béninois a adhéré à la vision du gouvernement qui consiste à inscrire massivement les apprenants vers les filières porteuses d'emploi. Bien évidemment, l'autre lecture qu'il faut faire, c'est la fiabilité et la confiance, puisque les dispositions sont prises par l'État béninois pour construire des lycées techniques et professionnels qui répondent aux normes, bien équipés, des dispositions pour former les formateurs de qualité, tant au niveau national qu'à l'extérieur du Bénin, améliorer également la gouvernance et le pilotage en termes de respect des normes et également élaborer de nouveaux curricula. Et tout ça là, c'est déjà un chantier qui a bien évolué. Ça veut dire que le peuple est en arrimage avec la vision du gouvernement. Les rapports que nous avons reçus sont de bonne facture. Maintenant, nous nous préparons au bac même, c'est-à-dire le 17. Et là aussi, je dis que tout est fin prêt. Nous allons continuer de visiter les centres d'examen pour voir ce qu'il faut ajouter pour améliorer l'aisance des candidats. Le nouveau président sénégalais s'est entretenu jeudi avec le chef de la junte militaire malienne à Bamako. Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta ont parlé de coopération entre voisins, mais aussi et surtout de la dissidence affichée du Mali face à la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, depuis plusieurs mois. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Mais nous pensons que, en tout cas de mon point de vue, nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Il s'agit pour Diomaye Faye de la première étape d'un périple qui le conduira au Burkina Faso, un autre pays qui forme avec le Mali et le Niger l'Alliance des États du Sahel. Les 3 États sont dirigés par des militaires auteurs de coups d'État.
Les survivants du glissement de terrain meurtrier en Papouasie-Nouvelle-Guinée lancent un appel à l'aide. Quelques jours après la coulée qui a enseveli une localité de la province d'Anga, l'ONG World Vision rapporte que les habitants manquent encore d'aide humanitaire. Il y a peu de nourriture et d'eau. Nous avons faim et nous demandons votre aide. Nous ne dormons même pas la nuit. Nous avons peur que d'autres parties de la montagne s'effondrent et nous tuent. Des vivres et des médicaments ont commencé à arriver mercredi, mais l'aide parvient lentement sur le site du glissement de terrain et les déplacés continuent à pleurer et appeler à l'aide. L'UNICEF a indiqué avoir commencé à distribuer des kits d'hygiène comprenant des seaux, des bidons et du savon. Nous, les survivants, avons besoin de l'essentiel pour continuer à vivre. Les jardins et les maisons ont tous été détruits. Nous avons donc besoin de nourriture pour manger et de maisons pour dormir. Même nos terrains pour construire des maisons ont été détruits et nous avons besoin d'aide de toute urgence. Et si l'aide ne vient pas ou tarde à venir, nos vies sont en danger. 670 villageois sont morts dans cette catastrophe selon les Nations Unies. Danse de réjouissance après les législatives de mercredi pour les partisans du MK victorieux dans le KwaZulu-Natal. Objectif principal du nouveau parti de Jacob Zuma dans ce bastion historique de l'ANC en Afrique du Sud. Avant le scrutin, l'ex-président avait claqué la porte de l'ANC pour ensuite fonder le MK et défier ses anciens camarades. L'ANC nous a déçus pendant 30 ans. Il n'a pas réussi à nous apporter une véritable liberté. Jacob Zuma nous apportera la liberté. Nous souhaitons tout simplement qu'il nous fasse avancer. Ces élections marquent le désamour du peuple pour le parti légendaire de Nelson Mandela. Dans les rues du township de Malabatini, c'est déjà la fête avant même les résultats définitifs. Après une journée de vote pour les législatives en Afrique du Sud, l'heure est au dépouillement dans certaines régions du pays. Les premiers décomptes donnent à l'ANC un peu plus de 42% des voix, avec seulement plus de 16% des votes dépouillés. En attendant les résultats définitifs, certains Sud-Africains manifestent leurs attentes. Notre système politique tel qu'il est n'est pas bon car il ne sert pas son peuple, mais il sert ceux qui sont déjà au pouvoir et c'est mon point de vue. J'attends donc un nouveau parti au pouvoir, je ne vais pas préciser lequel, mais peut-être l'Economic Freedom Fighters, car depuis qu'il existe, il n'a jamais eu l'occasion de gouverner. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre, mais je pense qu'il est bon pour nous d'accepter le changement. Si l'ANC se voit refuser la majorité, ce scrutin marquera un tournant historique en Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie et la fin de l'apartheid. Ce que j'attends des élections, c'est que l'ANC conserve le pouvoir national et je pense que l'Alliance démocratique va conserver le pouvoir provincial au Cap occidental. Des attentes? Que peut-on dire de la politique sud-africaine? C'est toujours la même chose. Je ne pense pas que beaucoup de choses vont s'améliorer ou changer. Je pense simplement que les politiciens sont tous là pour eux-mêmes. Je ne trouve pas que les choses changent beaucoup. Les premiers résultats déclarés proviennent de moins de 4000 des plus de 23 000 bureaux de vote répartis dans tout le pays. Les résultats définitifs du scrutin seront connus d'ici dimanche selon la commission électorale indépendante. En Afrique du Sud, la commission électorale a déclaré jeudi la fin du dépouillement des bulletins du vote déroulé mercredi pour des législatives très particuliers. Avec 35% des votes comptabilisés jeudi soir, le parti historique de l'ANC n'obtient que 42,3% des voix, selon la commission.
Les procédures de dépouillement sont désormais terminées. Quelques bureaux de vote en ont encore pour environ 3 heures. Le processus de compilation des résultats consiste à assurer l'exactitude et la validation de ces résultats. Le Congrès national africain est sur le point de perdre sa majorité pour la première fois depuis 30 ans et la commission électorale a promis les résultats définitifs d'ici à dimanche. Le Real Madrid pourrait être la nouvelle destination de Kylian Mbappé la saison prochaine. Rien n'est encore finalisé, mais une annonce est imminente lors du rassemblement des Bleus. Une période qui pourrait perturber le joueur, mais en conférence de presse mercredi, le sélectionneur Didier Deschamps s'est voulu rassurant avant l'Euro 2024. Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club. Il en a aussi, si ce n'est plus, en équipe de France. Donc, il n'y a pas, voilà, je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect-là. Mais je comprends bien que à l'extérieur, au niveau médiatique, de par les décisions, l'annonce, ça prend beaucoup de place, même si Kylian, de toute façon, chaque jour, il prend beaucoup de place, et c'est normal, parce que c'est Kylian. La France s'apprête pour l'Euro avec une double confrontation de préparation contre le Luxembourg et le Canada, avant de s'envoler pour l'Allemagne. À Londres, une danseuse monumentale a pris ses quartiers sous la voûte de la galerie Tate Britain. Du haut de ses 4 mètres, elle trône sur un grand tambour d'acier. Cette installation est avant tout un hommage que rend l'artiste vénézuélien Alvaro Barrington à son amie proche Samantha Harrison. Associant des sons à ses peintures et ses sculptures, Barrington fait découvrir aux visiteurs un panel inédit de concepts créatifs. Nous nous trouvons ici avec des sculptures comme Samantha, Jawara, Mika ou Soul and Dynasty, ou encore le steel pan et la culture qui en découle, de la musique soca à la culture carnavalesque. Tout ceci est pour moi une énergie créatrice parmi tant d'autres. C'est une belle opportunité que d'utiliser mes peintures comme un cadre propice à la créativité, mais aussi de concevoir sur cette base des ambiances un peu plus intéressantes. Intitulée Grace, cette exposition se déroule en 3 parties. Elle plonge le public au cœur de l'histoire personnelle de l'artiste, s'inspirant de l'expérience colorée de la culture carnavalesque caribéenne, tout en mêlant les souvenirs vibrants de son éducation à Grenade aux influences urbaines de New York. Alvaro Barrington est un peintre. Nous avons une énorme collection d'art, dont une bonne partie sont des peintures. Cette exposition est très typique de ce que nous avons à la Tate Britain. Cependant, il s'agit d'une pratique de la peinture incroyablement élargie. Ainsi, vous verrez des kiosques d'angles comme ceux qui se trouvent derrière nous, des sculptures, des canapés, du nail art, et tous ces objets sont d'une certaine manière des peintures. C'est donc très stimulant pour nous de voir comment il développe cet art. Il met également l'accent sur la culture noire et les Caraïbes dans cette installation et dans l'ensemble de son œuvre. C'est donc un véritable hommage à ses origines et à son parcours d'artiste. Barrington a su traduire son histoire personnelle en expériences sensorielles avec des matériaux tels que la toile de jute, le béton ou le carton, en les imprégnant de références culturelles. Les visiteurs pourront ressentir la pluie tropicale des Caraïbes ou encore danser dans les rues animées du carnaval jusqu'au 26 janvier 2025. Après 2 jours de délibération, le verdict est tombé. Donald Trump a été reconnu coupable ce 30 mai de l'ensemble des 34 chefs d'accusation portés contre lui dans l'affaire Stormy Daniels par un jury populaire à New York.
C'était une honte. C'était un procès truqué par un juge en conflit qui était corrompu comme dans un procès truqué. Ils n'ont pas voulu nous accorder un changement de lieu. Nous étions à 5 ou 6% dans cette région. C'était un procès truqué, honteux. Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par les citoyens. Les chefs d'accusation retenus contre Trump sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Cette affaire est la première des 4 inculpations à faire l'objet d'un procès et c'est la toute première affaire pénale à l'encontre d'un ancien président des États-Unis.